Go on. Bienvenue à We Are Resilient, nous sommes résilients, un webinaire organisé par Présence. Présence, la plateforme de conseils scientifiques et technologiques à la demande, qui organise ce webinaire pour tisser des liens qui permettront de renforcer notre écosystème industriel, pour booster notre résilience. Resilient organisé par Présence, la plateforme de consulting scientifique et technologique. Et le thème pour cette session est la fabrication de masques en France. Comment est-ce possible? On fabrique des masques en France, mais comment? Et pour répondre à la question, nous avons invité M. Moret, qui est le directeur industriel de Forcia, ainsi que deux de nos fellows Présence. Alors, nous avons d'une part Philippe Perrier, qui est l'ancien directeur technique du programme Rafale chez Dassault et qui est féru d'impression 3D. Et nous avons aussi Bernard Favre, qui est l'ancien directeur de la recherche chez Renault et ensuite chez Volvo, qui est fellow Présence spécialisé dans la mobilité. Donc, ensemble, nous allons aborder donc ce thème de la fabrication des masques. Nous allons avoir l'histoire vécue par Forcia et nous allons ensuite élargir et nous intéresser aux perspectives plus générales du secteur automobile en disposant, encore une fois, du point de vue d'un grand équipementier, donc Forcia. Et je vais donc maintenant passer la parole à M. Moret. Donc, merci de participer à ce webinaire et vous avez la parole pour raconter comment ça s'est passé. Merci Jacques, bonjour à tous ou bonsoir à tous. Donc effectivement, chez Forcia Intérieur, je m'occupe des activités industrielles. Alors activités industrielles qui ont été interrompues brutalement le 15 mars dernier avec les confinements qui ont été décidés dans les différents pays européens et puis ensuite aux États-Unis. Et donc à cette époque, le groupe Forcia s'est surtout attaché à arrêter proprement ces différentes opérations. Et puis, très vite, dans les jours qui ont suivi, la focalisation a été sur comment redémarrer. Et comment redémarrer, ça veut dire d'abord en parfaite condition de sûreté, de sécurité pour les employés du groupe, pour les 100 000 employés du groupe. Ce qui est apparu, c'est que dans le protocole de sécurité qui a été défini, donc le CVR, donc qui a été défini au niveau du groupe pour sécuriser tous les parcours de tous les types d'employés dans les différents sites en production, en ingénierie, en administration, le masque était un élément incontournable. Donc il y a eu une recherche de fourniture de marque, de fournisseurs de masques, qui a permis de sécuriser un stock de masques. Mais tout le monde connaît l'histoire, très vite il est apparu que ça ne serait pas suffisant et que pour être absolument sûr sur la durée, puisque personne n'était capable et personne n'est toujours capable de prédire la durée de cette crise, il fallait donc avoir une production interne. D'autre part, au niveau du groupe, qui est en contact avec les autorités, et en particulier avec Agnès Pannier-Runacher, donc la secrétaire d'État en charge de ces sujets, qui a d'ailleurs travaillé quelques années chez Forcia. Il est apparu qu'il fallait que Forcia contribue à l'effort national sur ce sujet, et avec un certain nombre d'autres industriels. Dans cette quatrième semaine du mois de mars, a été décidé de monter avec Plastic Omnium un accord, un partenariat pour lancer une production de masques en France, sécurisée pour l'ensemble de l'Europe. Également pour Forcia, une production de masques en Amérique du Nord,
de telle sorte à donc sécuriser le redémarrage des usines qui devait intervenir donc quelques semaines plus tard. Donc, le projet a été officiellement lancé donc dans la deuxième partie du mois de mars, avec donc l'achat de machines pour fabriquer des masques chirurgicaux. Donc, les masques chirurgicaux, vous savez tous maintenant ce que c'est. Donc, ce sont ce type de masques qui doivent être fournis à chacun des employés du groupe. Alors, pour du travail posté, donc en équipe de 8 heures, il faut compter 3 masques donc, par équipe, donc multiplié par le nombre d'équipes, le nombre d'employés, etc. Ça fait 800 000 masques par semaine qui sont nécessaires pour le groupe Faurecia. Donc, il a été décidé donc, d'acquérir des équipements permettant de réaliser ces masques, donc avec une surcapacité de telle sorte à avoir au moins la capacité disponible sur une longue durée, de sécurité des chaînes d'approvisionnement de matière, puisque donc, dans un masque comme celui-ci, on a 3 couches de matière, donc qui sont des matières assez techniques. Et donc d'installer ces machines dans un site donc central. Et donc c'est un site dans le nord de la région parisienne qui a été retenu pour cela, donc le site de Méru, qui est d'ailleurs le site sur lequel Agnès Pannier-Runacher avait travaillé donc à l'époque chez Faurecia. Donc ces machines ont été commandées à la fin du mois de mars. Elles sont arrivées donc, il y a une quinzaine de jours. On a donc constitué toute une équipe pour installer ces machines, les démarrer. Et maintenant, elles sont en train de faire ce qu'on appelle le ramp-up, donc de monter progressivement leur production. Voilà en quelques mots l'histoire. Alors, il est important de rajouter que l'une des machines a été est utilisée par Plasticomium. Donc, Plasticomium sur son site de Lyon est en train également de démarrer l'une des machines, et une autre machine va être installée donc très prochainement sur un site Faurecia mexicain. D'accord. Est-ce que vous pouvez préciser la nature des masques, encore une fois? Le type de masque? Alors, ça fait partie effectivement des points intéressants de cette aventure, parce que ça a été une aventure. Donc, toute l'équipe de Faurecia s'est intéressée à un domaine qu'elle ne connaissait absolument pas, donc la production de produits de santé, avec toute une réglementation derrière, toute une série de validations à la fois des matériaux et du produit lui-même. Donc, il s'agit du masque chirurgical. Donc, comme je disais, il est constitué de 3 couches de matériaux. 2 couches de spunbond en face extérieure, face intérieure, et une couche de melt blown qui assure la filtration au milieu. C'est un produit qui correspond à une norme européenne, donc il y a une norme similaire aux États-Unis, qui garantit 95% de protection contre les particules, la respirabilité, l'absence de produits biologiques, donc la compatibilité biologique, etc. Voilà. Donc, c'est ce produit, le masque chirurgical, qui est 1 degré de technicité, on va dire au-dessus du masque barrière, qui a été fortement popularisé au cours de ces dernières semaines. D'accord. Alors, pour ceux qui viennent nous rejoindre, nous sommes avec Frédéric Moret, directeur industriel chez Faurecia, qui vient de nous raconter comment Faurecia a lancé la fabrication de masques pour ses usines. Nous sommes aussi avec des fellow présences. Nous sommes avec
Philippe Perrier, ancien directeur technique du premier Rafale, et avec Bernard Favre, spécialiste de la mobilité chez Présence, ancien directeur de la recherche chez Renault et Volvo. Et je voudrais vous passer la parole à nos chers fellows, pour permettre de rebondir sur le propos de Frédéric. Oui, oui, donc, bonjour à tous, Philippe Perrier. Oui, donc moi je trouve assez extraordinaire une entreprise comme Faurecia, qui n'avait jamais fait ce genre d'expérience, puisse se reconvertir aussi rapidement. C'est avec des machines qui ont été mises en œuvre ab initio, puisque d'après ce que j'ai compris, c'était des machines qui n'étaient absolument pas utilisées chez Faurecia. Je pense qu'un des intérêts de Faurecia, par l'esprit civique, évidemment, qui était sans doute à l'initiative de ce développement, est-ce qu'elle était la part de maintenir aussi un certain niveau d'activité dans la société et donc d'avoir des gens qui continuaient à être motivés. D'après ce que j'ai compris, il y a eu beaucoup de volontariat et beaucoup de motivation de la part de tout le personnel de Faurecia pour cette opération. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet aspect ? Alors tout à fait. Donc ça a été une opération absolument structurante pour le groupe, structurante par son résultat. Donc le fait qu'on a absolument besoin de ces masques pour redémarrer la production. Donc ce qu'on est en train de faire dans les 300 usines, enfin dans les usines occidentales du groupe. Et d'autre part en matière de motivation pour les différentes équipes. Donc, différentes équipes qui incluent, qui ont commencé par les équipes chinoises, puisque les machines ont été achetées en Chine. Donc, on a les équipes donc de Faurecia Chine qui ont identifié un fournisseur, donc parmi leurs fournisseurs capables de livrer ce type de machine. Nos équipes de Machine Tracking Engineers, donc les personnes qui sont chargées de sourcer, de suivre les machines qu'on achète en Chine, qui ont très vite, qui ont immédiatement donc travaillé avec donc le fournisseur pour suivre de très près, obtenir du fournisseur un délai de fabrication de ces machines en 15 jours seulement, en 2 semaines seulement. Puis ensuite, pour les expédier, les mettre au point en Chine et les expédier vers l'Europe. Donc, les machines ont été expédiées en avion cargo, en Antonov. Donc, là aussi, donc on a vécu une belle aventure. Et enfin, les machines, donc il y a eu toute une équipe donc, en France et également donc, une équipe au Mexique qui se sont donc familiarisés avec ce produit, ces technologies, qui ont appris à se servir des machines avant qu'elles ne se soient là, grâce au contact intime avec l'équipe de suivi des machines en Chine, qui les ont assemblées. Donc les machines, pour vous dire, sont arrivées donc le 1er mai. Donc le 1er mai, la première machine a dû arriver le 1er mai à 7h30 du matin sur notre site en France. Donc, il y avait une équipe de 50 personnes qui étaient là pour immédiatement donc, les décaisser et commencer à les assembler, les démarrer. Donc, cette équipe a passé absolument tout le week-end à ça. Et donc, les machines ont démarré la première dès le lendemain, donc dès le 2 mai, les suivantes donc dès le 3 mai. Et donc, depuis ce moment-là, commence à produire. Donc, vous imaginez la motivation donc, des équipes pour aboutir à ce résultat. Donc, la même chose au Mexique, donc, où toute une équipe donc, de notre division siège s'est impliquée sur le sujet. Donc, oui, c'était un projet extrêmement motivant, extrêmement innovant pour les différentes équipes, qui a été complètement transversal. Donc, il fallait que tout le monde travaille ensemble. Donc, les équipes chinoises, les équipes d'acheteurs, les logisticiens, les spécialistes des matériaux, puisque ce sont des matériaux qui sont complètement nouveaux.
Donc, on a impliqué nos experts dans les matériaux, puisqu'on fabrique donc pour nos différents produits d'intérieur en particulier des matériaux également. Nos équipes de spécialistes des machines, nos équipes de production, nos opérateurs qui se sont tous portés volontaires pour assurer ces productions qui se poursuivent jour et nuit depuis que les machines sont là, samedi et dimanche, donc le 8 mai, le 9 mai, le 10 mai, et qui continuent cette semaine. Oui, alors donc un niveau de mobilisation très élevé, très impressionnant. On a une question qui vient de nos participants qui rejoint un petit peu votre propos et qui concerne en fait comment ça a été possible en termes d'agilité, comment les circuits habituels ont pu être court-circuités. Voilà. Alors, je pense que il est évident pour tout le monde. C'est une très bonne question parce qu'évidemment, je ne connais pas d'autres projets chez Faurecia qui aient été menés vraiment depuis la décision de lancement jusqu'à l'exécution, jusqu'à ce jour, en un temps aussi court, sur un périmètre aussi large. Évidemment, il y a derrière ça la perception par la direction du groupe du caractère absolument essentiel pour la survie des activités du groupe de sécuriser cet approvisionnement en masques. On ne pouvait pas imaginer de redémarrer les 300 usines du groupe sans avoir cet approvisionnement. Et pour avoir un approvisionnement sûr, il faut le maîtriser, il faut l'intégrer. Deuxièmement, il y avait cet échange constant avec les autorités qui a rendu évident à tout le monde l'importance que Faurecia participe à cet effort national. Et donc Faurecia s'est positionné très tôt là-dessus, puisque dès début avril, vous vous en rappelez peut-être, lorsque le président Emmanuel Macron a visité un fournisseur de masques à Angers, il a cité Faurecia parmi, en premier de la liste des industriels participant à cet effort. Voilà, donc ça a été une décision au niveau de la direction générale du groupe, notre directeur général Patrick Keller et tout le COMEX, et qui a été immédiatement exécutée par les différentes équipes. Alors, vous avez en partie commencé à répondre à une autre question qui est posée par les participants. Vous avez dit qu'il fallait maîtriser toute la chaîne de production. La question, c'est pouvez-vous expliquer la décision de fabriquer les masques au lieu de se procurer les masques sur le marché ? Alors vraiment, cette décision est liée au caractère indispensable de la disponibilité du masque. On ne peut pas imaginer de prendre le moindre risque pour la santé de nos employés. Pour les protéger, le masque est indispensable. Dans les usines Faurecia, il y a des chaînes de production, les employés sont à des distances de 1, 2, 3 mètres les uns des autres, le masque est indispensable. Entre arrêter ou ne pas pouvoir démarrer des usines de production et s'impliquer dans la production des masques, il n'y a pas de discussion. Vous savez que le maître mot dans le domaine de l'automobile, c'est le respect du flux. Il est interdit d'arrêter, ne serait-ce qu'une minute, la chaîne de production du fabricant de voitures. Faurecia a garanti ses activités dans ces différentes usines de cette façon. Voilà. C'était le seul moyen à l'époque, et ça le reste aujourd'hui, de sécuriser d'une façon certaine le redémarrage des différentes opérations du groupe. Merci. Alors, je vais, avant de donner la parole à notre fellow, je vais quand même continuer un peu sur cette lancée. Une question qui vient de M. Lanzard, qui fait la remarque selon laquelle le masque est indispensable, donc ça ne se discute pas, mais qui voudrait savoir
ce qui est le plus rentable? Est-ce que c'est plus rentable de les fabriquer ou de les acheter? C'est une question qui est posée pour d'autres industriels. Absolument. Et tout dépend évidemment d'un côté du coût de fabrication et de l'autre du prix du marché. Donc évidemment, on a étudié cette équation économique. Les solutions que nous avons choisies devraient nous permettre d'être au prix du marché, tel qu'il a été défini par les autorités françaises. Aujourd'hui, nous considérons que la fabrication en interne présente un intérêt au prix du marché défini par les autorités par rapport à un achat. D'accord. Bernard Favre, notre fellow, souhaiterait maintenant rebondir sur votre propos. Bernard. Oui, merci. Bonjour à tous. Je suis intrigué par une question qui est relative à la supply chain dans votre montage. D'abord, je remarque que les machines viennent de Chine. C'est un peu anecdotique, certes, mais enfin, c'est une coïncidence. Je m'interroge sur le sourcing de la matière. D'où vient la matière? Est-ce que vous avez sécurisé ce sourcing pour vous permettre de rentrer dans le flux, dans un process que vous maîtrisez relativement mal au départ? Voilà. Quel est votre tour d'expérience? Alors tout à fait. Et d'ailleurs, Bernard, nous avions échangé il y a quelques semaines lorsque le projet démarrait à ce sujet. Effectivement. D'abord, le choix des machines. Il y a une recherche qui a été faite auprès des différents fabricants de machines. Malheureusement, il n'a pas été possible de trouver un approvisionnement de machines rapide en Europe. Il y a un certain nombre de fournisseurs qui étaient complètement débordés par la demande et qui ne pouvaient garantir de machines disponibles avant des mois. D'où l'idée de se tourner vers d'autres pays. Et finalement, c'est en Chine que nous avons trouvé un fournisseur qui était déjà dans notre panel de fournisseurs, que nous connaissions déjà, qui nous achetions déjà d'autres types de machines et qui était en mesure de nous fournir des machines dans un délai très court. Alors bien sûr, il y a eu toute une négociation, il y a eu tout un travail par les différentes équipes pour obtenir leur engagement, pour obtenir leur délai. Ça a impacté un certain nombre de nos autres activités. Donc, on avait des machines commandées chez ce fournisseur, d'autres types de machines dont nous avons retardé les délais de livraison, de telle sorte à privilégier les machines pour les masques. Finalement, c'est la solution qu'on a identifiée. Après une recherche qui s'est écoulée sur la seconde partie du mois de mars, auprès d'un certain nombre de solutions. Alors après, effectivement, est venue la question de la logistique entre la Chine et la France pour ces machines, qui a été un vrai sujet, parce que tout simplement, les infrastructures chinoises sont surchargées de demandes de logistique, de production effectuée en Chine, en particulier de masques, de matières pour masques ou de machines pour fabriquer des masques, vers le reste du monde. Et donc, les délais de logistique pour obtenir ces machines ont été significativement impactés par ces réalités. Pour vous donner un ordre d'idée, la file de camions pour atteindre les douanes de l'aéroport de Shanghai, à l'époque où nous avons importé nos machines, durait 24 heures. Donc il y avait 24 heures de camions en file pour accéder aux douanes qui étaient totalement surchargées. Ensuite, concernant les matières, nous avons identifié des fournitures de matières en Chine que nous utilisons. Toutefois,
Donc, à cause de la saturation du marché, donc ces sources de matière sont insuffisantes et bien entendu aussi pour des raisons de sécurité, nous avons identifié des sources de matière en Europe que nous utilisons également. Donc nous avons un approvisionnement de matière que nous essayons de localiser au maximum en Europe pour éviter effectivement les ruptures de flux. Alors, nous avons quelques nouvelles questions, toujours dans la continuité. La question est la suivante. Y aura-t-il un surplus de masques? Vont-ils être distribués en dehors de Forcia? Et j'ai envie de compléter, étant donné que vous êtes compétitif au vu du prix du marché actuel, est-ce que vous envisagez tout simplement d'en produire et de les vendre à l'extérieur? Alors, d'abord, il est important de dire que les masques ne sont pas les seuls équipements de protection que nous produisons en interne. Donc, nous produisons également des visières pour la protection des employés. Donc, sur le même site donc, de Méru d'ailleurs. Donc, l'une des premières, enfin même le premier bénéficiaire de la production de ces visières, parce qu'on n'en avait pas besoin dans l'immédiat pour donc c'est un approvisionnement moins critique pour nos usines. Donc, on a été donc une association, donc les visières de l'espoir, et ces visières ont été distribuées donc dans différents établissements de la région. Donc, concernant les masques, bien entendu, donc, nous allons produire autant que possible pour supporter l'effort national dans ce domaine. Donc, après, ça dépendra donc, de nos capacités de production, ça dépendra de la demande, mais effectivement, il est tout à fait possible qu'en allant au supermarché dans les semaines qui viennent, vous voyez apparaître le logo Foressia sur les boîtes de masques que vous achèterez. Donc, ça sera la première fois que le logo Foressia donc, sera visible pour le grand public. Donc, c'est effectivement une évolution importante, puisque la marque Foressia qui a été créée il y a une vingtaine d'années n'est absolument pas connue du grand public, puisque Foressia ne produit aucun produit directement pour le grand public jusqu'à ce jour. Mais ça, voilà. Donc peut-être que si nous arrivons à produire suffisamment et si donc la demande reste, un certain nombre de masques pourront être utilisés, bien entendu. En tout cas, nous allons faire le maximum pour produire suffisamment de telle sorte à supporter cet effort. Alors, les fellows peuvent intervenir. J'ai aussi quelques questions en plus. Alors, question de Hélène Musicas portant sur le recyclage. Qu'en est-il du recyclage de ces produits? Allez-vous travailler là-dessus? Alors, c'est une très bonne question. Donc, Foressia accorde, comme vous le savez, énormément d'importance à l'environnement. Donc, ça fait partie des deux axes principaux du groupe. Donc, la neutralité carbone. Donc, Foressia s'est lancé dans une action extrêmement importante avec l'objectif d'être neutre en carbone d'ici à 2030. Donc, Foressia a développé de nombreuses solutions de matériaux pour les véhicules qui sont réalisés à base de fibres végétales. Et Foressia est l'un des principaux fournisseurs en fait à travers une filiale de ce type de matériaux en France. Donc la question du recyclage. Donc aujourd'hui, les masques sont essentiellement donc réalisés en polypropylène, qui est un plastique qui se recycle. Donc après, bon, c'est une question de mise en place de filières. Donc, on respectera absolument tout ce qui est demandé de ce point de vue. Une autre question de la même personne, le coût d'une telle machine, aussi une question sur la capacité de production d'une machine individuelle. Alors, les ordres de grandeur de ces machines, c'est donc un masque par seconde.
Donc, l'ordre de grandeur de la capacité de production, c'est 1 masque par seconde. Après, le coût, alors, ça dépend beaucoup en fait du moyen de transport que vous avez pour l'amener. Donc, nous avons été obligés, pour être dans les délais, d'affréter des avions spéciaux. Je vous parlais d'un Antonov, etc., qui a atterri sur un aéroport militaire en France parce que c'était le seul endroit où c'était possible. Donc, rien que le coût du transport a représenté plus de la moitié, on va dire, du coût de l'équipement. Donc, ça dépend beaucoup donc des conditions dans lesquelles vous achetez ces équipements. Donc, je dirais que l'ensemble de l'investissement pour Forestia dans ce domaine aujourd'hui peut se chiffrer aux alentours entre tout compris de l'ordre de 1,5 million d'euros. D'accord. Félo, je vous laisse Jacques, j'ai une question. Est-ce que, à cette occasion, dans cette opération, Forestia a acquis soit des moyens, soit une expérience qui est jugée utile quand vous reprendrez votre métier traditionnel? Alors, définitivement, oui. Déjà, c'est une approche dans le domaine de la santé. Et comme je disais, Forestia n'était pas présent dans ce domaine. Donc, il y a toute une série de tests qualité, de considérations qui étaient totalement absentes des approches de Forestia. Deuxièmement, alors c'est peut-être un petit peu une anticipation sur la seconde partie, mais que sera l'automobile du futur post-Covid, et dans quelle mesure cette automobile devra acquérir un certain nombre de caractéristiques visant à protéger les utilisateurs des contaminations bactériennes ou virales. Voilà, donc on a acquis un certain nombre de compétences qui pourraient ouvrir un certain nombre de pistes, tout à fait. Donc ça ouvre un peu sur le deuxième volet de notre discussion, mais avant d'attaquer ça, je propose de terminer avec les questions qui restent. Donc une question de Christophe Frix. La Chine était-elle le seul pays producteur de ces machines et de ces matériaux, ou était-ce la solution la plus économique? Alors, définitivement non. La Chine n'est pas le seul pays producteur des machines et des matériaux. Nous avons, dans cette période critique de la deuxième partie du mois de mars, recherché les différentes alternatives en commençant par l'Europe. Donc, malheureusement, il n'a pas été possible de trouver de fourniture en Europe de fournisseurs de machines capables de livrer dans des délais raisonnables des machines et des matériaux en Europe. Donc c'est pour ça que nous sommes allés chercher ces machines en Chine, ce qui a créé toute une chaîne logistique compliquée pour cela. On aurait préféré évidemment trouver un fournisseur prêt qui soit capable de nous livrer dans un délai court, mais ça n'a pas été possible. Pour les matériaux, nous avons identifié des fournisseurs en Europe que nous utilisons, et pour la production en Europe, nous pensons basculer à 100% de production européenne de matériaux très rapidement. D'accord. Bon, je pense que je vais quand même terminer avec encore une question qui porte sur ce sujet, mais bon, je ne peux pas aborder toutes les questions. Est-ce que cette expérience vous ouvre des perspectives de diversification sur d'autres produits qui ne sont pas actuellement dans votre cœur d'activité? Christophe Pinon a posé cette question. Alors, on n'est pas du tout à ce degré de réflexion. Actuellement, l'essentiel de l'activité de l'entreprise est focalisé sur le redémarrage sûr de nos 300 usines la remise à l'échelle de l'activité sur les mois qui viennent. Nous ne sommes absolument pas à ce degré de réflexion. Néanmoins,
Donc évidemment, ce sont des pistes de réflexion sur lesquelles nous allons travailler. D'accord. Alors, je propose d'aborder le deuxième volet, les perspectives du secteur automobile. Donc, vous parliez de redémarrer la production. Donc ça, c'est peut-être à court terme. Et puis, on peut se poser la question des impacts sur la conception, sur les choses qu'on attend d'un véhicule, sur les changements peut-être dans les usages, dans les préférences, dans les comportements. Donc, pour ça, on va aussi se tourner vers nos fellows. Donc, poser des nouvelles questions. Qu'est-ce que ça vous suggère, tout cet ensemble de questions qui fourmillent un peu? Moi, j'aimerais peut-être intervenir en essayant de faire le lien entre la première partie et la deuxième partie de ce webinaire, en parlant de la fonction de filtration des gaz. Parce qu'un masque, ça sert à filtrer ou à prévenir la pénétration de gaz ou de particules ou d'aérosols. Selon une physique complexe, on a bien vu les débats concernant l'efficacité réelle des masques. Or, chez Faurecia, comme chez d'autres équipementiers automobiles, vous avez une large expérience de l'usage de matières ou de matériaux ou de combinaisons de matériaux pour assurer des fonctions de filtration, que ce soit le gaz à l'échappement, par exemple. Donc, c'est l'une des activités de Faurecia, me semble-t-il, ou bien que ce soit évidemment la qualité de l'air de l'habitacle. Est-ce qu'il y a là un parallèle possible? Est-ce qu'il y a certains métiers chez vous qui sont mobilisables pour assurer, je dirais, un parallèle entre ces deux fonctionnalités? Voilà la question, pour assurer le lien. Alors, donc tout à fait. Donc Faurecia a effectivement, si on peut résumer, deux activités principales. Donc d'une part, la clean mobility, donc la mobilité propre, qui inclut les traitements des gaz d'échappement, donc avec toute la chimie des gaz d'échappement, et deuxièmement donc l'activité intérieure, donc cockpit, qui inclut les différentes parties de l'intérieur, les sièges, tableaux de bord, panneaux de porte, tapis, etc. Également tout l'aspect aération, les aérateurs, avec dans certains cas du traitement d'air qui rentre dans l'habitacle derrière. Donc oui, tout à fait. Et effectivement, ça rejoint la question de comment ces intérieurs vont évoluer à l'avenir. Donc évidemment, il est beaucoup trop tôt pour voir côté constructeur ou côté marché des tendances précises. Mais on peut effectivement imaginer que les notions de propreté de l'air intérieur, vis-à-vis en particulier de l'absence de contaminants organiques vont devenir très importantes. Donc il y a un certain nombre de réponses qui existent déjà chez Faurecia, donc y compris des systèmes de filtration. On peut imaginer également des systèmes germicides, donc de destruction des germes dans l'habitacle. Nous avons également des travaux sur des matières de surface qui sont auto-nettoyantes et germicides, de telle sorte alors qu'ils peuvent être soit dans la masse, soit simplement en surface. Donc il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de technologies qui sont plus ou moins présentes dans le portefeuille de technologies de Faurecia, qui en se combinant peuvent permettre d'améliorer encore la qualité et la sécurité des passagers dans l'habitacle. Est-ce qu'on peut imaginer des produits de type masque chirurgical intégrés dans justement les écoulements d'habitacle pour assurer les filtrations, ou est-ce que c'est quelque chose de complètement différent?
Alors, il y a différents systèmes de filtration qui sont travaillés suivant les marchés, mais on peut tout à fait, enfin, parmi ces systèmes de filtration, il y a des systèmes avec filtres interchangeables, filtres consommables, et les filtres consommables correspondent à peu près au type de matériaux que l'on trouve au cœur du masque chirurgical. Donc oui, tout à fait, il y a une grande convergence dans ce domaine. J'ai une question là. Est-ce que Forestia a aussi comme client des véhicules qui assurent le transport en commun? Auquel cas, j'ai l'impression que le problème de qualité de l'air qui circule doit être un peu différent dans les transports en commun et dans une voiture individuelle. Alors, Forestia a des activités dans le domaine poids lourd. Forestia n'a pas d'activité ou très peu d'activité dans le domaine des véhicules de transport en commun. Donc, par contre, évidemment, on est en contact avec des sociétés comme Uber pour la définition d'intérieurs qui permettent de faire du covoiturage, de la comobilité. Donc, ces sujets vont être au cœur, évidemment, de ces réflexions. Pouvoir assurer, et c'est exactement dans l'approche de Forestia pour ce que Forestia appelle le cockpit du futur, c'est assurer à chaque passager une cellule, une bulle dans lequel il puisse disposer, et ceci compris par le véhicule, de tous les services d'une façon totalement autonome par rapport aux autres bulles. Donc que ce soit des services de sécurité avec des airbags intégrés dans le siège du passager, des services de commande, de contrôle de ce qui se passe dans le véhicule avec, par exemple, des caméras qui reconnaissent les ordres ou les besoins de chacun des passagers isolément, que ce soit au niveau sonore. Forestia s'est associé récemment avec un partenaire du domaine pour assurer un environnement sonore spécifique à chaque passager. Peut-être également sur l'aspect traitement de l'air qui atteint chaque passager. Donc Forestia a déjà des activités dans ce domaine, assurer à chaque passager la ventilation qu'il attend, et pourquoi pas une ventilation intégrant de la filtration, un traitement d'air spécifique. Dans le domaine de l'usage des transports pour desservir les agglomérations, on voit aujourd'hui une tendance très affirmée, en tout cas à partir d'enquêtes en France ou peut-être dans d'autres pays, d'usagers qui décident de ne plus utiliser les transports en commun pour la raison d'actualité et qui se retournent vers d'autres moyens de transport, à commencer par l'automobile, puisque selon les enquêtes qu'on voit, 70% des Français désirent utiliser une automobile pour aller travailler, par exemple. Enfin, il y a plusieurs types d'enquêtes là en ce moment sur la question. Qu'est-ce que ça vous suggère comme position? Alors, ça suggère qu'il faut que ces idées acquièrent un peu de maturité. Mais effectivement, l'automobile vivait avant cette crise Covid un certain nombre de révolutions, plus que des transformations, des révolutions. Les révolutions de l'électrification, de la connectivité, de la conduite autonome, du partage. Donc là, s'en rajoute une autre qui vient se combiner et peut-être réorienter un certain nombre de ces actes. Il est trop tôt, évidemment, pour savoir dans quelle direction précise le marché va aller. Vous savez également, vous êtes très bien placé pour savoir qu'il n'y a pas un marché automobile. Il y a des marchés automobiles par région du monde, par catégorie de véhicules. Donc il y aura des réponses. Forestia, la politique de Forestia est d'être capable d'avoir à disposition un portefeuille de solutions
de telle sorte à ce que les clients, donc les constructeurs de véhicules, puissent combiner ces solutions pour fournir des offres adaptées à ces différents marchés. Donc, dans ce portefeuille, il y a, donc, comme expliqué précédemment, un certain nombre de solutions de traitement d'air, d'individualisation donc des zones du véhicule, et après donc qui devront se combiner en fonction des zones géographiques, des niveaux de gamme, etc. J'ai l'impression que donc le retour vers l'usage individuel de la voiture, même propriétaire, aujourd'hui est inscrit, au moins au court terme, dans des marchés comme les marchés européens, par rapport à des tendances qui consistent à partager la voiture comme un objet de service, à travers, par exemple, l'autopartage ou bien le covoiturage. Et ces tendances-là, pour les contrecarrer, vont devoir être accompagnées soit de travaux techniques sur les véhicules, soit de procédures de prise en charge, voilà, on est quand même face à un carrefour possible de solutions diversifiées qui, vues d'un équipementier, vont vous conduire sans doute à étoffer et diversifier votre portefeuille de solutions. Totalement, vous avez totalement raison. Cette crise, comme toutes les crises, va déboucher sur de nouvelles approches, à des besoins, de nouveaux besoins qui vont apparaître. Et donc la force de Faurecia, en particulier dans ce domaine du cockpit, mais également dans le domaine de la mobilité propre, a toujours été d'être présent très très tôt, très en amont, sur l'offre de différentes solutions, de telle sorte à ce que les constructeurs puissent disposer de ces propositions, les combiner pour leur marché spécifique. Donc oui, définitivement, ces différentes réflexions sont en cours. Donc il y a des portefeuilles de projets d'innovation qui comportent des centaines de projets, dont certains peuvent apporter des solutions déjà dans les domaines dont on parle. Après, c'est une question de combinaison de ces solutions. Alors, on va voir ce qui va advenir d'entreprises comme Uber à l'avenir, mais je suis certain que les équipes d'Uber sont en train de réfléchir aux parades à trouver à cette nouvelle situation et vont venir avec des idées. Et de la même façon, les constructeurs plus focalisés sur la voiture individuelle vont venir avec des propositions permettant aux utilisateurs de se sentir vraiment chez eux, dans leur cocon, sûr dans leur véhicule. Oui, j'ai particulièrement regardé les valeurs imposées dans les transports publics actuellement aux distanciations sociales par rapport aux performances nominales de ces mêmes équipements de transport. On passe d'un ordre de grandeur de 1 à 10, quoi. C'est-à-dire que d'un coup, les moyens de transport public perdent à 9 dixièmes de leur efficacité en termes de massification, alors ce qui n'est pas du tout le cas pour la voiture. Sauf, alors une voiture covoiturée, une voiture, on passe de 4 à 2 par exemple, on perd la moitié de l'efficacité si 2 personnes seulement sont autorisées dans une voiture covoiturée. Mais je dirais en termes d'approche globale de la mobilité et par rapport aux moyens de transport disponibles, il y a vraiment un avant et un après, un juste après Covid, dont l'évolution ultérieure pose problème, me semble-t-il, mais au bénéfice de la voiture quand même. Oui, ou de solutions de type
taxis automatiques, hein, dont il était fortement question au cours de ces dernières années, hein, qui ont été considérés, il y a eu de nombreuses études là-dessus, qui ont été considérées comme une véritable alternative à une offre de transport en commun. Donc, on pourrait imaginer qu'effectivement, donc cette crise soit un déclencheur ou un facteur favorisant le développement de ce type d'offres, donc avec des véhicules donc autonomisant le transport, alors pas totalement, parce qu'il y aura quand même quelques sièges par véhicule, mais autonomisant beaucoup plus le transport, donc maximisant l'efficacité par rapport à un transport en commun dont les performances de massification, comme vous disiez, auront beaucoup baissé, et avec des intérieurs donc garantissant une protection de chacun des utilisateurs dans un cocon, comme cela a été dit précédemment. Ça fait partie des options, donc tout à fait. Bon, après, il faut voir à quel flux on arrive, mais ça fait partie des options qui ont été dimensionnées, hein, donc avec des taxis autonomes, donc électriques. Donc on gagne énormément sur tout ce qui est parking dans les villes, hein. Donc ça veut dire qu'on peut avoir des places accordées aux véhicules qui sont différentes, hein. Donc on peut également gérer donc des flux donc locaux d'une façon plus efficace, parce que donc les utilisateurs n'ont pas à faire des crochets, hein, ils peuvent aller directement du point A au point B de leur trajet. Donc ça peut faire partie tout à fait des évolutions. D'accord, Bernard, ça va? Ou tu veux encore intervenir? Non, enfin, bon, on pourrait en discuter largement encore, bien sûr, Ouais, mais ouais. je crois en tout cas, ça viole le principe de la massification, qui est un principe d'efficacité du transport et de la mobilité. Hein, c'est-à-dire en faire plus avec moins de moyens. Ça, c'est la massification. Mais là, on est vraiment confronté à une situation où on essaye d'augmenter les distances entre les usagers et en conséquence de réduire considérablement l'efficacité de véhicules pour massifier. Et avec des conséquences absolument considérables, j'imagine, en termes de mobilité, à avoir en regard des besoins de mobilité qui, eux-mêmes, les besoins de mobilité vont diminuer, me semble-t-il, au moins à court terme. On voit l'effet du télétravail, par exemple. Les besoins de mobilité diminuent, mais l'efficacité en mobilité des véhicules classiques diminue également. Donc, comment s'oriente le bilan de tout ça? Et en tout cas, il y a certainement la place pour des solutions particulièrement intelligentes, bien positionnées, telles que, je dirais, on pourrait les dégager de processus comme ceux que vous, chez Forestia, vous avez mis au point avec votre expérience des masques. Hein, parce que je reviens à votre processus des masques. C'est un processus qui a fait un circuit très court par rapport à vos processus habituels, qui est assez impressionnant, intéressant, et certainement, il y a aussi matière à en tirer le meilleure expérience possible. Enfin, voilà. Merci. L'absence de massification, le retour en arrière sur la massification, ça veut dire aussi une réaugmentation des coûts pour l'utilisateur. Si on divise par deux le nombre de passagers dans les transports en commun, le prix pour chaque passager va être multiplié par deux. Uh-huh. Est-ce que ça, c'est acceptable? Est-ce que ça va être acceptable pour le consommateur? Uh-huh. Si les transports sont pris en charge par des financements publics, le consommateur, lui, va l'accepter. Oui, oui. Enfin, les question. financements publics, il y a quand même le consommateur qui paye. Hein. On est bien d'accord. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de questions venant de nos participants concernant ce deuxième volet de notre webinaire We Are Resilient. Mais néanmoins, nos fellows se sont admirablement chargés de poser des bonnes questions et d'apporter des remarques. Merci à eux. Je pense qu'il est temps peut-être de donner la parole peut-être une dernière fois à vous tous si vous le souhaitez.
pour ajouter le mot de la fin peut-être. Merci en tout cas d'avoir participé, d'avoir été là pour apporter ce récit, parce que c'était effectivement une aventure, comme vous l'avez bien expliqué. We Are Resilient va revenir. Présence va continuer à organiser ces petits séminaires pour booster notre résilience industrielle à tous. En attendant, merci à tout le monde d'être venu. Merci aux participants, merci aux intervenants. Et on vous donne rendez-vous pour la prochaine édition. Voilà.